de suite, on va passer à l'APEC, puisque c'est l'objet d'aujourd'hui. Et je pense que vous aviez souhaité commencer en rappelant un petit peu la raison d'être de l'APEC. Oui, tout à fait. Alors, je ne vais pas vous la redire parce que vous l'avez à l'écran, mais c'est important parce que c'est celle-ci qui structure nos actions au quotidien et c'est aussi cela qui donne du sens à l'action de nos collaborateurs et collaboratrices. C'est une raison d'être qui a été voulue par notre directeur général, Gilles Gâteau, à son arrivée. Il a voulu qu'on définisse ensemble notre raison d'être pour justement soutenir notre action au quotidien. Donner de l'élan à votre avenir. C'est joli. C'est une signature. Tout à fait. Effectivement, ça, c'est notre signature. C'est important pour nous parce que on est souvent vu plutôt sur l'aspect retour à l'emploi. C'est souvent ça, l'aspect sur lequel on voit l'APEC, et un peu moins sur l'aspect anticipation et j'allais dire prévention. Oui, prévention, en tout cas, être dans l'action avant de ne plus avoir le choix de l'être. C'est pour ça que donner de l'élan à l'avenir, c'est vraiment ça qui nous guide. C'est vraiment se préparer pour mieux se projeter sur le futur. Et je pense que c'est un petit peu ce qu'on va découvrir effectivement aujourd'hui. Vous aurez l'occasion un petit peu d'expliquer. Vous avez un statut un peu original, une association privée et paritaire. Tout à fait. Exactement. Alors effectivement, original est de plus en plus original parce que le paritarisme a été challengé sur les dernières années. On reste 100% paritaire, c'est-à-dire que l'État n'est pas dans notre conseil d'administration. C'est une volonté des partenaires sociaux. Alors on travaille bien évidemment sous tutelle de l'État. Quand je dis sous tutelle de l'État, c'est que il y a la direction générale de la formation et de l'emploi qui contrôle l'émission de l'APEC, il y a l'IGAS qui contrôle. Donc, on rend des comptes à l'État, bien évidemment. Néanmoins, les décisions stratégiques sont validées par les partenaires sociaux. Je ne vais pas vous refaire la liste, hein, vous l'avez à l'écran. Mais on voit bien les représentants du monde patronal et du monde salarial, et c'est bien eux qui nous gouvernent. Ils sont tous présents, en tout cas, les principaux sont présents. Vous êtes un groupement d'intérêt public avec une mission, plusieurs missions d'ailleurs, d'intérêt général. Tout à fait, exactement. On n'a pas un mandat de service public, on a une mission de service public. Enfin, on a un mandat de service public, on n'a pas une mission de service public. Effectivement, on a plusieurs missions. La première, c'est accompagner l'évolution professionnelle des cadres et des jeunes diplômés. L'idée, c'est vraiment de sécuriser le parcours professionnel des cadres. Aujourd'hui, un cadre a plusieurs vies dans une même vie professionnelle, à plusieurs moments dans sa vie professionnelle. Il peut avoir des moments de doute, des moments de phase, des moments de remise en question. Remise en cause. Exactement, tout à fait. Et donc, on est là pour l'accompagner à toutes ces étapes-là. On précise aussi pour les jeunes diplômés parce que notre enjeu, c'est d'aider l'insertion des jeunes diplômés à partir de Bac+3. Et donc, l'insertion, généralement et très majoritairement, elle va se faire dans le diplôme, en tout cas à la suite du cursus universitaire suivi. Mais parfois, il peut déjà y avoir, dès la sortie de l'école ou dès la sortie de l'université, une remise en question, une volonté de se réorienter. Ça arrive parfois. Donc, on est là pour éclairer le chemin. Et on connaît aussi des tensions sur le marché du travail qui touchent directement les cadres aussi. Exactement. Je pense que vous intervenez aussi sur ce champ. Oui, on intervient sur ce champ et c'est un des piliers de notre mandat de service public. Vous l'avez vu, on a une gouvernance bicéphale. On est financé par des cotisations qui sont obligatoires, côté patronal et côté salarié, et ce qui nous permet de marcher sur nos deux jambes avec une offre de services dédiée pour les cadres et les jeunes diplômés que j'évoquais, et aussi une mission d'intérêt général dédiée pour les entreprises pour les accompagner dans le recrutement de cadres. Tout ça avec une volonté de servir ceux qui en ont le plus besoin, que ce soit côté cadre comme côté entreprise. Côté cadre, ça va être d'aider ceux qui sont le plus exclus du marché de l'emploi, donc notamment les seniors, les cadres demandeurs d'emploi longue durée et également les jeunes diplômés issus des quartiers prioritaires de la ville, par exemple. Donc là, on peut avoir des actions spécifiques. Et côté entreprise, ça va être d'avoir un focus très très fort sur les moins de 250 salariés. Pourquoi? Parce que pas équipés, pas de service RH, moins d'expertise disponible. Et donc, charge à nous de les aider à structurer leur politique de recrutement. Une précision, c'est vrai qu'on est souvent, je le disais, on est souvent vu sur l'aspect
on n'est plus vu sur l'aspect préventif, mais plutôt sur l'aspect aider à retourner à l'emploi. Néanmoins, ce qu'il faut souligner, c'est qu'on a quasiment un client sur deux qui vient nous voir qui est en situation d'emploi. Ça, c'est une spécificité forte de l'APEC. On accompagne, et si on regarde les différentes proportions, la proportion la plus forte finalement de clients qu'on segmente est celle des cadres actifs salariés. On a à peu près 45% des personnes qui sont en situation d'emploi, donc cadres actifs salariés. Après, la seconde proportion, ce sont les demandeurs d'emploi. On va dire entre 35, 40, voire 40, voilà, à peu près. Et après, il reste entre 15, 20% de jeunes diplômés. Pourquoi se faire accompagner par l'APEC tout particulièrement? Alors pourquoi tout particulièrement par l'APEC? Alors d'abord, parce qu'on est observatoire du marché de l'emploi cadre. C'est la troisième mission que je n'avais pas citée, mais je la cite maintenant. C'est une spécificité forte et qui guide notre conseil. Hélène l'illustrera bien mieux que moi, mais effectivement, les conseils qu'on a donnés sont toujours en corrélation avec le marché de l'emploi cadre. C'est un marché qui est particulier, qui est singulier, avec des dynamiques qui sont plutôt des dynamiques de long terme et qu'on décrypte au fur et à mesure. Et c'est cette analyse-là qui est importante pour pouvoir justement construire une meilleure stratégie possible en fonction de l'objectif de la personne. Bien évidemment, vous allez retrouver tout ce qui est à l'écran. On a un positionnement neutre. On avait fait une étude à un moment donné, un cadre ou un actif, un projet, un ou un autre projet professionnel, quels sont ses premiers réflexes? Premier réflexe, c'est d'en parler autour de lui, son environnement familial, son environnement amical. On voit bien que c'est pas très neutre tout ça. Et que quand on a un projet qui est engageant pour la famille, en parler à son épouse, il peut y avoir, ou à son époux, il peut y avoir des enjeux sous-jacents qui vont faire que des biais vont venir plus ou moins. Vous êtes pour la paix des ménages, en fait. Exactement, c'est ça. On a essayé de garder ça. Et donc, cette question de positionnement neutre nous permet effectivement d'avoir un regard objectif, de ne pas avoir de biais. Neutre, c'est-à-dire aussi qu'on n'est ni pour l'entreprise, ni pour le salarié. On a ce positionnement neutre et c'est un regard qui est à notre juste place. Bon, c'est toujours important de pouvoir se confier à quelqu'un qui va regarder ça avec neutralité, mais je pense effectivement pour certains cadres, c'est parfois des fonctions qui isolent. Et du coup, d'avoir cette possibilité de s'adresser à quelqu'un qui va avoir un regard un peu différencié est particulièrement important. Tout à fait. Ça, je pense qu'Hélène, vous aurez l'occasion de nous donner des exemples. C'est ça. Et c'est pourquoi on se positionne en tiers de confiance. Oui. Bien évidemment, c'est un conseil qui est personnalisé et sur mesure, avec différentes modalités relationnelles, qui est gratuit. Qui est notre maillage territorial et notre bonne connaissance du tissu économique nous permet aussi d'avoir un conseil de proximité en lien avec les réalités du territoire et avec leur dynamique. Cette offre de service repose sur plusieurs piliers. On l'a déjà évoqué, sur la personnalisation et un accueil sur mesure. Le choix de la modalité relationnelle qui est laissée au client. Le renfort de l'autonomie, tout à l'heure, on éclaire le chemin. Effectivement, c'est important pour nous de ne pas faire à la place de l'autre ou de ne pas trop influencer, mais bien d'amener à questionner, d'amener à ouvrir des portes ou en tout cas des chemins de réflexion pour que la personne puisse construire son propre projet et sa propre réflexion. On a dans une logique de mix service, tantôt avec de l'individuel et tantôt du collectif. Notre enjeu, c'est aussi de co-construire le plan d'action. On est des tenants de la théorie de l'engagement. On sait que la personne s'engagera bien plus naturellement et bien plus fortement si elle est partie prenante de la construction de ce plan d'action et si les actions viennent d'elle-même, c'est elle qui a les ressources pour faire. Donc, on va s'appuyer sur ses propres ressources. Et tout ça va être structuré à travers un livrable, une synthèse qui permettra d'avoir le plan d'action détaillé. Pour illustrer un peu des cas concrets et des problématiques d'accompagnement, donc là, j'ai sondé en différents publics, à commencer par le public de cadre en activité, qui peut venir nous voir, notamment, comme l'a évoqué Michael, le dispositif des missionnaires, parce qu'ils ont un projet de création d'entreprise derrière ou de reconversion
pour partir en formation. Donc là, j'ai accompagné Bruno, par exemple, donc qui est en poste, un expert comptable, et il souhaiterait poursuivre son activité à son compte. Donc je l'ai accompagné dans la constitution de son dossier. On a relu, on a évoqué son projet, le marché. Et voilà, donc jusqu'à la signature du dossier et le dépôt en ligne sur le site de Transition Pro. Ensuite, j'ai accompagné aussi Mathilde, qui a un projet de création d'entreprise, donc qui est actuellement en poste en qualité d'ingénieur R&D et qui souhaite créer son entreprise de torréfaction de boissons chaudes. Donc, je l'ai accompagnée sur les différentes étapes, à commencer déjà par le diagnostic par rapport au projet, à la situation, parce que qui dit projet dit aussi impact sur la vie perso, la famille. Donc, c'est d'étudier avec elle, est-ce que c'est le bon moment de se lancer ou pas? Est-ce que les voyants sont au vert? Est-ce qu'elle s'est posé toutes les questions? Donc, on a fait un diagnostic voilà, par rapport à sa situation de vie, ses impératifs de vie. Et après ça, donc oui, elle était OK sur tous les paramètres, donc elle est prête à se lancer. Et là, on est plus parti sur le projet. Donc le projet, quelle est l'offre de service? Est-ce qu'elle est au clair avec ce qu'elle va proposer à son public demain? Comment elle va le faire? Les financements, aussi l'étude de marché. Est-ce qu'elle a fait l'étude de marché? Là, en l'occurrence, c'est assez original comme projet, donc elle n'a pas forcément trouvé de chiffres ou d'études de marché existantes, et donc on a construit un questionnaire ensemble qu'elle a diffusé à son réseau pour voir, pour cibler la clientèle cible. Est-ce que les habitudes de consommation de boissons chaudes? Et donc voilà, là l'accompagnement s'est arrêté à ce stade-là. Elle était OK avec l'étude de marché, avec l'offre de service, et après pour la mise en œuvre concrète de la création, là je l'ai redirigée vers nos partenaires. Donc ça peut être la CCI, ça peut être la BGE, les experts comptables pour la mise en œuvre du projet. En tout cas, nous sur la structures qui interviennent sur l'accompagnement des entrepreneurs en création d'entreprise. Parce que nous à l'APEC, sur la partie accompagnement à la création d'entreprise, on est plus focus sur la personne, le porteur de projet, donc ses impératifs de vie, ses ressources, quelles sont ses ressources, sur quoi elle peut s'appuyer en tant que force, et quels sont les axes d'amélioration, des formations à faire, voire des parties à sous-traiter ou à déléguer. Donc on est plus axé sur la personne, le porteur de projet, et après pour la viabilité du projet, on la redirige vers les acteurs spécialisés en création d'entreprise. Anna, qui est actuellement RH, chargée de mission RH, chargée de mission RSE, pardon. Donc la partie RSE, c'est une petite partie de ses missions à aujourd'hui, et elle souhaiterait évoluer sur un poste de responsable RSE. Et donc là, elle est venue nous voir pour dire est-ce qu'il y a des formations, ou est-ce qu'en l'état, je peux déjà me permettre de postuler sur ce type de poste, ou est-ce qu'il faut que je fasse une formation dédiée RSE? Donc on a étudié la piste VAE, ou la piste vraiment formation. Donc on a fait un listing de ses compétences existantes pour les rapprocher par rapport à l'offre d'emploi, quel est l'écart en fait qui lui permet d'accéder à ce poste, et s'il y a des formations à cibler, la diriger vers les plateformes, comment bien identifier une formation en adéquation avec son projet, et ça va jusqu'aux questions de comment financer la formation. Alors, d'autres exemples d'accompagnement, donc là, ça peut être cadre actif ou demandeur d'emploi, donc pour travailler le projet professionnel. Donc, deux cas différents. Par exemple, Safia qui est en poste, qui est conseillère bancaire et qui souhaiterait changer de secteur d'activité. Et donc là, le travail avec Safia, par exemple, c'est de pas partir sur des formations, parce que le but, c'est pas de changer de métier ou de faire de la reconversion, mais c'est vraiment de capitaliser sur les compétences existantes. Donc là, ça peut être un travail de diagnostic, de levier de motivation, qu'est-ce qui l'amène à changer, les sources de satisfaction, d'insatisfaction. Après, on va faire un gros travail sur les compétences, donc l'aider à formaliser les compétences, à réfléchir à ces exemples de réalisation, de succès, pour ensuite, à partir de là, aller identifier des postes sur lesquels elle pourrait transférer ses compétences. Et il y a le cas aussi de Thibaut qui, lui, est en recherche d'emploi.
et qui est un petit peu dans le flou sur le projet professionnel parce que il ne veut plus faire ce qu'il a déjà fait jusqu'à maintenant, ingénieur d'affaires. Et donc là, les pistes sont assez larges. Donc c'est de faire un diagnostic pour cadrer déjà un petit peu le cadre du changement possible. Donc on va travailler sur les impératifs de vie de Thibaut. Donc encore une fois, on va parler un peu de sa situation perso aussi, jusqu'où il peut aller en termes de changement, jusqu'où il doit s'arrêter, quelles sont ses obligations. Et à partir de là, on regarde aussi le cadre est plus ou moins grand pour le changement. Donc soit ça peut être travailler sur du transfert de compétences finalement si Thibaut ne peut pas se permettre de s'accorder un long temps de réflexion ou s'il n'a pas de budget formation ou s'il souhaite en tout cas retourner rapidement à l'emploi. Donc on va travailler plus notamment sur du transfert de compétences. Après si le cadre, le terrain de jeu est un peu plus vaste, c'est-à-dire il peut se permettre de reprendre des formations longues, voire des études, mobilité possible, il peut s'accorder le temps de la réflexion. À ce moment-là, on travaille sur un projet de reconversion, quoi. Donc, on retravaille sur les leviers de motivation, les appétences, et puis étudier les différentes pistes professionnelles pour ensuite aboutir à un plan d'action, de dire ok, on a identifié 2 pistes pro. Aujourd'hui, c'est quoi le plan d'action pour aller vers ces objectifs. L'année type de public, demandeurs d'emploi ou jeunes diplômés. Donc quelques cas d'accompagnement. Donc Myriam, à qui on a proposé d'intégrer notre séminaire Nouveaux Horizons. Donc Myriam est en recherche d'emploi depuis plus d'1 an. Elle souhaiterait retrouver un poste de lean manager et donc Myriam souhaiterait travailler sur notamment ses compétences, la reprise de confiance en soi, en ses compétences et donc du coup on lui a proposé le programme Nouveaux Horizons qui est un séminaire sur 6 jours en collectif et la dynamique du collectif justement est favorable pour apporter le boost nécessaire pour le retour à l'emploi, travailler, redynamiser et reprendre confiance en soi. Donc voilà le cas pour Nouveaux Horizons. Donc éligible aux demandeurs d'emploi inscrits à France Travail depuis plus d'1 an, 1 an de plus. Ensuite, il y a le cas du jeune diplômé Léo qui vient nous voir pour optimiser sa recherche d'emploi, qui cherche un poste de data scientist dans le secteur de la santé, donc assez spécifique. Et donc, il souhaitait juste vous faire un point sur quels sont les outils pour optimiser la recherche d'emploi. Donc, on a regardé ensemble les différents canaux pour approcher le recruteur. Donc, c'est pas que les offres d'emploi, parce qu'on se rend compte que les candidats sont très focus offre d'emploi en ligne, donc ils nous disent je postule quotidiennement, je passe 2 heures par jour sur la recherche d'emploi, mais sauf qu'on se rend compte que souvent ils mobilisent qu'un seul canal, les offres d'emploi, le canal sur lequel sont positionnés tous les candidats. Et donc, l'idée, c'est de travailler avec Léo sur comment diversifier sa technique d'approche des recruteurs. Donc, certes, il y a les offres d'emploi, mais à côté, il y a aussi LinkedIn aujourd'hui qui prend une grande place dans la recherche d'emploi. Donc, est-ce qu'il est présent sur LinkedIn? Si c'est pas le cas, comment on peut optimiser son profil? Et une fois que le profil est optimisé, comment il peut aller identifier les professionnels qui l'intéressent, les entreprises qui l'intéressent et les approcher spontanément. Donc travailler ensemble, par exemple, la petite phrase d'accroche ou comment oser, en tout cas, lever ses freins et puis aller interpeller directement les recruteurs. À côté de ça, il y a aussi des événements, les job dating. Je lui ai demandé d'être attentif sur ces événements dans la région qui peuvent se passer, aller aux portes ouvertes, etc. Notamment de Rasanté. Il n'y a pas longtemps, je lui ai recommandé de participer au job dating des portes ouvertes. Et puis de travailler différents canaux. Des fois, ça peut être aussi les cabinets de recrutement. Et puis l'approche spontanée. Et puis surtout développer son réseau, qui parmi son réseau, comment il peut faire un listing des personnes dans son réseau qu'il peut remobiliser. Donc ça peut être les profs, ça peut être le réseau des alumni, ça peut être son entourage. Donc voilà, travailler sur l'optimisation de ces différents canaux pour atteindre le recruteur. Et puis après, ça peut être aussi de travailler l'entretien de recrutement, faire une simulation, voir s'il valorise bien toutes ces expériences. Et puis dernier cas, Maria, donc qui est en recherche d'emploi, d'un poste de RAF. Et donc ça, sa question, c'est très RAF, responsable administrative et financière, c'est ça. Voilà, c'est ça.
le jargon. Et donc ça, sa question, Raph, Daf. Ouais. Et donc elle, sa question, c'était très précis, c'était sur les réseaux. Elle dit, je constate que par rapport aux offres d'emploi, j'ai pas beaucoup de retours quand je postule. Donc comment je peux moi proactivement aller chercher les recruteurs. Donc on a fait le travail sur LinkedIn, inscrire à des ateliers sur le réseau. Donc voilà quelques cas, c'est non exhaustif, hein, mais pour illustrer quelques exemples, ouais, quelques exemples. Effectivement. Il y a des entreprises qui nous sollicitent pour les CEP. On sait que la publicité du CEP est une obligation légale, notamment lors des entretiens professionnels. Donc, on a des consultants en relations entreprises qui peuvent être sollicités par leur interlocuteur RH pour accompagner telle ou telle personne. En aucun cas, on va partager la synthèse avec l'entreprise. Je fais le parallèle parce que… C'est un principe important. Voilà, tout à fait. Je fais le parallèle parce que c'est vraiment, pour nous, c'est très important de rester tiers neutre et de confiance. Apec.fr, première clé d'entrée. Et sinon, on a un numéro unique qui s'affiche à l'écran, le 0809 36 12 12. Là, on arrive directement sur notre centre de relations clients qui sera après réorienté. On a 4 implantations physiques, Amiens, Compiègne, Dunkerque et Lille, ce qui nous permet un maillage du territoire. Et lorsqu'on est professionnel et qu'effectivement on se rend compte dans l'accompagnement qu'il vaut mieux réorienter quelqu'un vers vos services, on a quelques adresses mail spécifiques. Tout à fait. Donc on a contactlille@apec.fr. N'hésitez pas. C'est notre clé d'entrée. Donc il y a bien évidemment cette boîte mail est consultée tous les jours et on va répondre de façon très rapide à toute sollicitation. Effectivement, pour adresser quelqu'un ou oui, ou pour avoir une interrogation qu'on peut avoir sur est-ce qu'il serait opportun d'orienter une telle personne vers vos services, est-ce que vous pouvez l'accompagner? Exactement, tout à fait. Là-dessus, on saura donner l'information et on saura répondre très rapidement. Et on a une personne de ressources qui est notre chargée de mission, qui est Anne Flao. Tout à fait. Je pense plusieurs d'entre vous doivent connaître, effectivement. Merci beaucoup pour vos interventions. Merci, et puis au plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup. Puis bonne journée à tous et à tous. Bonne journée. Retrouvez plus d'informations sur le conseil en évolution professionnelle et l'accompagnement des actifs sur le site du C2RP. Cette vidéo a été réalisée par le C2RP dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelle. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur le bouton j'aime ou laissez-nous un commentaire. Et pour ne rien manquer des actualités du C2RP, suivez-nous sur LinkedIn.